Aujourd'hui, j'avais envie de faire un genre de bilan d'anniversaire de la chaîne puisque en 2015, à peu près à la même période de l'année, je postais ma première vidéo YouTube sur cette chaîne et depuis, je n'ai fait que l'alimenter, elle n'a fait que grandir grâce aux différentes personnes qui la suivent. Et il s'est passé vraiment beaucoup de choses pendant toutes ces années. J'ai eu l'occasion de vivre et d'apprendre énormément de choses et j'aimerais vraiment les partager aujourd'hui. Ça va faire un peu écho à la précédente vidéo que j'ai postée dans laquelle je disais que pendant une longue période où ça allait pas très bien, j'avais pensé carrément à supprimer mes vidéos parce que je regrettais d'avoir ouvert cette chaîne YouTube, etc. Et donc j'expliquais que ça interagissait avec mes vulnérabilités psychiques et donc je parlais majoritairement de ça dans cette vidéo-là, mais il y a un tas d'autres points à aborder sur ce que ça peut apporter de négatif d'être sur ce genre de plateforme, mais je suis pas venue pour parler que des trucs nuls, j'ai envie aussi de parler de tout ce que ça m'a apporté de positif et vraiment d'avoir un regard global avec un recul de plusieurs années sur cette expérience. J'ai donc sorti ma petite liste de points à aborder et sur conseil des personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai décidé qu'on allait commencer la vidéo en abordant les pires aspects de l'expérience YouTube, en tout cas selon moi, et terminer en beauté avec de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, etc. Parce que si on fait l'inverse, je pense que même si toi tu fais pas des vidéos sur YouTube et t'es pas exposé, etc., même comme ça, genre, ça risque de te dégoûter des réseaux sociaux et de te dire « Ah, je vais supprimer tous mes comptes, etc. » Et c'est pas l'effet que j'ai envie de donner. Après, libre à toi de faire ce que tu veux, évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que je vais parler de trucs qui me concernent en tant que personne très exposée. Carrément, on me reconnaît dans la rue maintenant à peu près tous les jours quand je sors. Et du coup, évidemment que mon expérience, elle est biaisée par la quantité de gens qui sont là. Donc je te laisse imaginer ce que ça donne quand t'as une audience qui est 100 fois, voire 1000 fois plus grande que la mienne. Il y a des enjeux qui sont clairement plus vénères derrière, autant dans le positif que le négatif d'ailleurs. Enfin bref, commençons sans plus tarder du coup avec le pire de l'internet. Le premier point que je voulais aborder dans les pires aspects de l'expérience YouTube, c'est le fait que internet n'oublie absolument rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire que moi, depuis assez longtemps, je me suis faite tristement à l'idée que des personnes allaient utiliser des extraits de mes vidéos ou des photos ou peu importe, quoi que ce soit qui ait un truc à voir avec ma présence sur internet pour détourner le contenu, pour se foutre de ma gueule, pour porter atteinte à ma personne, pour essayer de m'humilier. Bref. Et ça aussi, Internet ne l'oublie pas, parce que tu as beau faire des pieds et des mains pour dire qu'il y a tel site qui utilise ton image illégalement et à des fins douteuses, tu as beau dire qu'il y a telle personne qui est en train de faire un business avec ton contenu sans ton consentement, etc. etc. T'as beau le dire à des flics, t'as beau aller au commissariat, porter plainte, avoir tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir... en tout cas essayer d'arrêter ces personnes, et bah il se passe rien parce que Internet ça va trop vite. Internet ça se duplique, ça se multiplie à une vitesse exponentielle et donc dès que tu vas t'attaquer à une des personnes qui va faire ce genre de choses avec ton image, et bah tu vas en avoir 10 qui vont apparaître, c'est vraiment comme des champignons quoi. Et c'est assez insupportable comme sentiment parce qu'il y a un côté un peu défaitiste après qui vient t'envahir quand tu te rends compte que qu'aussi longtemps que tu seras sur les réseaux, aussi longtemps que ton contenu sera sur les réseaux, et bah il y aura toujours quelque part quelqu'un qui va s'en servir pour en faire quelque chose de merdique. Récemment, là, j'ai entendu une histoire d'une collègue youtubeuse. Je ne savais pas que ça lui était arrivé, mais on utilisait en gros ses photos et ses vidéos pour faire de la publicité mensongère et pour faire des arnaques, etc. Et en fait, elle n'a rien pu faire contre ça. Et des histoires comme ça, il y en a, mais à tire-larigot. Les gens ont une imagination incroyable. Et donc, ça fait que Internet n'oublie rien. Et que toi, t'as beau être là et expliquer en long, en large et en travers... Ça, c'est un photomontage. Ça, c'est pas moi qui ai décidé de le poster là. Ça, en fait, c'est une arnaque, etc. Et ben, non, ça peut pas disparaître et ça ne disparaîtra pas. En tout cas, pas tant que
notre système de prise en charge de ce genre de problématique reste tel qu'il est. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'aspect rapide et spontané des réseaux sociaux. Alors je pense que d'une certaine manière, ça peut être vraiment super d'avoir accès à des outils qui permettent du coup de documenter en temps réel certaines situations qui se passent à un moment donné. Je pense que ça peut être vraiment très positif aussi d'avoir juste des outils qui nous invitent à être plus dans le moment présent, entre guillemets. À la base, Instagram, ça vient de instantané. Le but, c'était de prendre des photos sur le moment et puis de les partager justement de manière instantanée, spontanée, etc. Donc il y a parfois cette envie de juste montrer la vie telle qu'elle est, de juste être soi, en fait, et puis de pas passer par 10 000 chemins, quoi. Donc sur ce point-là, moi, je trouve ça cool, parce que, tu l'auras compris si tu regardes mes vidéos, la spontanéité, moi, ça, j'aime bien. Mais par contre, là, je me réfère plus à tout ce qui touche au débat, aux commentaires, aux discussions sur Twitter, ce genre de trucs, puisqu'en fait, les réseaux sociaux aussi, tous confondus, ils sont dans une logique de trop d'informations tout le temps, tu vois. Tu vas sur TikTok, tu vas sur Insta, tu vas sur Snapchat, tu vas sur Twitter, tu vas où tu veux, même sur YouTube d'ailleurs. T'es toujours constamment bombardé d'informations, tout le temps, toute la journée. Et ça va vite, et il faut réagir à tout vite. S'il y a un drama qui se passe et que toi tu sais pas à ce moment-là c'est quoi le drama qui se passe, eh ben, tu vas passer à côté de plein de trucs qui concernent ce drama-là. Bref, et même la configuration des applications elles-mêmes t'invite en fait à être dans la spontanéité. Je pense typiquement Twitter, t'as un certain nombre de caractères pour pouvoir t'exprimer, et puis du coup, ça t'invite vraiment à être dans une immédiateté dans les conversations, dans les débats, quasi continuels en fait. Pourquoi je pense que ça fait partie d'un des pires aspects de mon expérience YouTube? Tout simplement parce que avec la posture que j'ai, c'est-à-dire youtubeuse qui parle de sujets parfois qui dérangent, qui est ouvertement féministe, qui est ouvertement LGBT, qui va parler d'enjeux politiques en tout genre, quand je parle de certains livres, quand j'invite des personnes sur ma chaîne, etc. Quand ces sujets vont être mis sur la table, non seulement tu as la dimension rapide, spontanée des réseaux sociaux qui va faire son affaire, mais en plus ça va se mixer avec les passions des gens qui peuvent parfois être déchaînés par rapport à ce qui est dit, comment c'est fait, etc. Et moi j'ai vu sur ces 6 années vraiment des conversations absolument lunaires, et je parle même pas de conversations que moi j'ai eues avec des gens, bien sûr ça m'est arrivé aussi, mais là je te dis que juste d'un point de vue extérieur, des fois j'ai lu des trucs où vraiment les débats que les gens avaient suite au post ou un contenu qui a été posté, qui a déplu ou qui a suscité des questionnements forts, etc. Ces conversations-là, des fois, mais moi, elles m'angoissaient alors que c'était même pas les miennes, pour te dire. Parce que cette spontanéité, cette rapidité faisait que les gens, à la place de juste admettre à certains moments que juste ils savent pas quoi dire, ou juste qu'ils ne sont pas capables de répondre à ce moment-là parce que ils se sont trop blessés, ou je ne sais quoi, tu vois, ils vont quand même y aller, tu vois. Et moi, je fais partie de ces gens, hein. Je dis pas que moi, j'ai pas fait ça. Bien sûr que moi, je le fais, en fait. Mais du coup, avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aimerais de moins en moins cultiver. Cette immédiateté et cette rapidité perpétuelle, cette spontanéité ultime, elle te permet pas, sur les réseaux sociaux, de juste parfois dire « Hey les gars, juste... je suis pas trop au courant de ce que je pense là tout de suite par rapport à ce sujet, donc je vais juste pas répondre pour l'instant. » Parce que si tu dis ça, si tu dis « en fait je ne sais pas, en fait là j'ai pas d'avis », on peut te taxer de 10 000 trucs, de quelqu'un qui en a rien à foutre du sujet dont on parle. On peut te dire aussi que c'est absolument scandaleux que tu ne te sois pas posé la question avant et que en 2021 tu devrais savoir normalement que X, Y, Z, et que c'est absolument n'importe quoi que tu ne saches pas. Que si pour toi la réponse ne va pas de soi et que tu as besoin d'y réfléchir, c'est peut-être parce que tu as déjà choisi ton camp, etc. etc. Bref, et donc je trouve parfois, souvent, que cette espèce de course à la rapidité dans les discussions sur internet, eh ben, c'était la plupart du temps assez délétère en fait. Ça prend une proportion mais genre juste immense parfois. Ça peut partir par certains moments de quelque chose d'absolument ridicule et ça prend des ampleurs pas possibles. Et ça, je pense que c'est alimenté et c'est pas alimenté. Je pense que c'est favorisé par la dynamique qu'il y a sur les réseaux sociaux de vouloir toujours dire tout de suite ce qu'on pense,
sans vraiment prendre le temps d'y réfléchir, sans vraiment se dire, avant de cliquer envoyer, est-ce que ça, je l'aurais dit dans la vraie vie de cette manière-là? Et le fait qu'il y ait l'anonymat derrière pour beaucoup de gens et tout, ça aide pas non plus. Pourquoi j'ai mis ça dans la liste des pires pour moi? Bah, c'est tout simplement que j'ai littéralement développé de l'anxiété forte, en plus de celle que je me traînais déjà à la base avant même de faire mes vidéos. Mais juste, je ne connaissais pas, en gros, cette injonction à toujours devoir savoir répondre, rétorquer, avoir de la répartie, savoir avoir tout un argumentaire pour pouvoir se défendre. En fait, avant même que je fasse mes vidéos, du coup, moi j'avais déjà de l'anxiété et tout, mais ça m'a juste plombé 10 000, tu vois. Il y a vraiment des moments où, genre, je savais très bien qu'en ouvrant une application, j'allais déclencher des mécanismes d'anxiété très forts, en fait. Sans même moi discuter à ce moment-là, tu vois, des fois juste j'ouvrais une application, je lisais ce qui se passait, et ça me stressait de voir qu'il y avait cette espèce de besoin irrépressible d'arriver à quelque chose tout de suite, tu vois, et qu'il n'y ait pas cette place pour que juste on se questionne, et juste qu'on puisse se dire, bah en fait je ne sais pas, et j'aimerais bien prendre le temps, et en fait ce temps, parfois, enfin je dis pas que c'est impossible, mais parfois il est très dur à trouver dans ces réseaux-là. On se retrouve souvent avec des gens qui vont même pas réfléchir à ça, qui vont juste se dire, ah, faut que je sois d'accord avec cette personne, parce que il y a ce truc un peu d'intimidation, de pression psychologique, de performativité, de la perfection, etc. Et moi, bah, ça me paraît pas pertinent en fait que les gens soient d'accord avec moi parce que je les intimide ou juste parce que la carologie a dit ça, donc ça veut dire qu'il faut que je sois d'accord, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer la réflexion chez les gens et qu'ils confrontent ça dans leur propre cerveau avec leurs propres outils. Et voilà, tu vois, d'avoir des processus de construction qui soient vraiment utiles, installés et sur le long terme, tu vois. En fait, ça donne l'impression que du coup, tout le monde et n'importe qui est légitime de la même manière à parler de tout et n'importe quoi. Genre, moi je me suis surprise à commencer à paniquer à cause d'une personne qui m'intimidait sur les réseaux sociaux en mode « Quoi? T'as dit ça? Comment t'as pu dire ça? » etc. etc. Sauf que je me rendais même pas compte du fait que je ne savais ni son âge, ni son genre, ni son prénom, ni d'où elle venait, ni rien du tout. En fait, je ne sais rien de cette personne, tu vois. Et du coup, je me mets à paniquer en mode oh, cette personne, elle a sûrement méga raison sur ce qu'elle dit, alors qu'en fait, j'en ai strictement aucune idée de qui elle est et d'où elle parle, tu vois. Et avec quel bagage, en fait, avec quelle, entre guillemets, légitimité, tu vois. Et je me souviens très bien que ces personnes dont je ne savais strictement rien, elles me créaient vraiment de l'anxiété de par le fait qu'elles étaient dans ce truc, dans cette logique, ce que je dis c'est vrai, si t'es pas d'accord tu peux aller mourir, littéralement, et si tu sais pas répondre à mes arguments, c'est juste que t'es une grosse merde et donc tu peux fermer ta gueule à tout jamais. Et il y a vraiment cette dynamique qui est très twitterienne, hein. C'est pas que là-bas, mais moi c'est surtout sur ce réseau social que j'avais ressenti ça. Mais de manière générale, quel que soit le réseau social, c'est vrai qu'il y a ce besoin, tu vois, pour tout le monde, sur absolument tout, de s'exprimer tout le temps. Et je trouve que vraiment, vraiment, c'est pas quelque chose de positif. Le troisième point que je voulais aborder, c'est le fait que du coup, en tant que youtubeuse depuis 6 ans, on m'a fait ressentir très vite le fait que j'étais responsable de tout le monde, tout le temps, constamment. Alors, ici, il ne s'agit pas de me dédouaner de ma responsabilité en tant que youtubeuse, influenceuse, tout ce que tu veux. Bien sûr que nous, les personnes qui créons du contenu sur internet, qui sommes suivies par plusieurs personnes et qui avons d'une certaine manière un impact sur vous, nous avons une forme de responsabilité à avoir dans nos propos, dans ce qu'on va montrer, dans notre attitude, etc. Enfin, genre, on n'est pas des exemples, forcément, c'est pas ça que je veux dire, mais juste, on ne peut pas faire comme si nos vidéos ne nous concernaient que nous et que tout le reste, ça ne nous regarde pas. Bien sûr qu'elles ont un impact concret, en fait. Ces vidéos-là, ce que tu dis, comment tu le dis, etc., ça va influencer et ça va avoir des effets sur les personnes qui te regardent. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on n'a aucune responsabilité là-dedans. Là où moi, je pense que c'est vraiment un aspect problématique d'Internet, c'est que parfois, on va prendre une personne comme porte-parole d'un sujet, alors qu'elle n'a
probablement rien demandé, hein, juste peut-être qu'elle s'est exprimée une fois sur un sujet, ou bien qu'elle est concernée par une problématique X, Y ou Z, bref, peu importe. Donc on va prendre une personne sur internet, et vu que cette personne elle a parlé de X sujet, eh ben on va la solliciter tout le temps pour parler de tout ce qui touche à ce X sujet. Pour te donner un exemple, on va parler du fameux hashtag « Où étiez-vous Rokhaya ?» concernant du coup la journaliste, militante afroféministe, écrivaine et réalisatrice française Rokhaya Diallo. J'essaye de me rappeler de ces différentes casquettes, mais c'est dur parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, si tu connais pas son travail, vraiment je t'invite à aller jeter un œil. Moi c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années et que j'apprécie beaucoup. Il y a donc de ça quelques mois, ce hashtag a fait son apparition tout simplement parce que Rokhaya Diallo en a eu marre qu'on lui dise constamment, en tout cas qu'on lui reproche constamment, de ne pas s'être exprimée sur absolument tout ce qui se passait sur Terre. C'est-à-dire qu'elle, elle a des sujets de prédilection qu'elle va aborder, elle va revenir parfois sur certaines affaires, parce qu'elle est journaliste, etc. Elle est militante aussi, donc forcément ça gravite autour de sujets qui peuvent parfois être récurrents, et c'est normal, hein, parce qu'elle va pas parler de tout non plus. Donc on lui reproche de ne pas s'exprimer sur le fait qu'à tel endroit du monde, à telle heure de la journée, il s'est passé tel accident. Ou encore qu'elle ne s'est pas exprimée sur le fait qu'il y avait un scandale politique au sein d'une commune, d'une ville dans laquelle elle n'aime même pas. Ou encore que je ne sais quelle célébrité a tenu je ne sais quel propos et qu'elle ne s'est pas exprimée à ce sujet. Où étiez-vous donc, Rokhaya, lorsque ces choses se sont passées? Et en fait, elle en a eu tellement marre qu'on la sollicite tout le temps pour tout et qu'on l'accuse en fait de ne pas s'être exprimée. Parce que du coup, si elle s'est pas exprimée, ça veut dire que soit elle en a rien à faire, que soit elle a pris parti, que soit elle est pas d'accord, ou au contraire, elle est d'accord. On ne sait pas justement comme elle s'est pas exprimée, mais on va partir du principe que, en fonction de nos positionnements par rapport à elle, on va partir du principe que du coup, elle a choisi tel camp ou tel autre. Enfin bref. Et du coup, en fait, elle en avait eu tellement marre qu'on lui dise tout le temps de s'exprimer sur des choses en fait qui la concernaient même pas et sur lesquelles elle n'avait même pas la pertinence de s'exprimer. Et de là est né le hashtag Où étiez-vous Rokhaya pour montrer justement à quel point c'était absurde de tout le temps solliciter cette femme pour tout. Et donc le hashtag a été utilisé pour dire Où étiez-vous Rokhaya quand j'étais aux toilettes cet après-midi et qu'il n'y avait plus de papier toilette dans ma cabine. C'est scandaleux, il faut que vous vous exprimiez là-dessus, tu vois. Et donc en fait c'était une manière de montrer à quel point c'était genre absurde de tout le temps la solliciter pour tout, comme si c'était de 1 pertinent et de 2 nécessaire en fait. Genre c'est pas le cas. Genre, et bref, là j'ai pris l'exemple de Rokhaya Diallo, mais c'est le cas pour tellement de gens. Moi, dans une bien moindre mesure, c'est vrai que des fois on me reproche de pas avoir dit ou pas avoir fait certains trucs, alors que déjà de 1, soit j'étais pas au courant, soit de 2, juste à ce moment-là ça m'intéresse pas en fait. Mais les personnes, elles interprètent ton silence comme le fait que tu t'en bats les steaks. Ou comme le fait que d'emblée tu es du coup un détracteur, tu vois, alors que pas du tout. C'est juste que, frère, on est comme toi, genre on a une vie, on a une capacité de cerveau limitée, on a besoin de prioriser certaines choses, de faire certains choix, et en fait on peut pas s'occuper de tout le temps. Genre c'est pas possible en fait, mais ça veut pas dire qu'on s'en fout du reste, ça veut juste dire que on va laisser d'autres gens s'en occuper aussi. Et j'ai envie de te dire, c'est carrément pas souhaitable en fait qu'on s'occupe de tout le temps, parce que ça voudrait dire que on dirait probablement de la merde, vu qu'il y a tellement de choses sur lesquelles s'attarder, et si peu de temps pour y réfléchir, à cause de cette obsession de l'immédiateté, donc forcément en fait on dirait de la merde. Donc tant mieux que les gens s'occupent pas toujours de tout, enfin je pense que c'est carrément ça en fait. Le 4e point que je voulais aborder, mais pour le coup je vais te rediriger vers une autre plateforme, parce que là j'ai pas trop envie de ressasser tout ça ici maintenant, mais c'est le harcèlement en ligne et la pression psychologique. Franchement, je pense que ça sert à rien que j'explique du coup qu'est-ce que c'est le harcèlement en ligne, comment ça se manifeste, les dégâts que ça fait et tout machin, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui en ont déjà parlé. Moi aussi, il me semble que j'en ai déjà parlé en vidéo. Mais si tu as envie de savoir, dans mon expérience personnelle, quelles ont été les vagues d'harcèlement auxquelles j'ai eu affaire et à quel point ça a eu des séquelles sur ma vie, tu peux aller voir une émission qui a été faite par Temps Présent. Je te mettrai le lien dans la description, mais en gros, dans cette émission, j'explique que voilà, il y a quelques années, j'ai vécu une des pires vagues de harcèlement de mon expérience sur YouTube. Enfin, en gros, sur ces 6 années, c'était vraiment la fois où j'ai pris le plus cher et que c'était le plus dur. Et je suis suivie du coup par un journaliste, je vais voir un avocat, je parle même de ma santé, enfin bref.
Et donc là, vraiment, j'approfondis plus cet aspect-là. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop se casser la tête pour essayer de comprendre comment le harcèlement et la pression psychologique sur les réseaux sociaux opèrent. Il y a déjà tellement de gens qui en ont parlé que voilà. Mais évidemment, c'est un point à relever parce que non seulement on parle du harcèlement en ligne par les détracteurs, mais le harcèlement en ligne, ça peut aussi être des gens avec qui, à la base, tu t'entends bien, qui font partie, entre guillemets, de ta communauté, des personnes à la base chez qui tu avais trouvé refuge et réconfort. En fait, quand on parle de cyberharcèlement, vraiment, on parle pas que des chaînes de trolls qui font des raids sur les féministes ou sur je ne sais quel groupe, mais vraiment, on parle d'un phénomène plus large, plus diffus et qui s'étend à plusieurs échelles. Mais bon, c'est pas le plus important pour moi parce que je pense qu'au bout de 6 ans maintenant, j'ai une manière de réagir à ça un peu différente, même si c'est genre évidemment à chaque fois très pénible et dur à vivre. Le dernier point que je voudrais aborder, alors je sais pas comment le nommer, mais en fait c'est le fait d'être confronté très très souvent et quasiment constamment à du contenu qui peut être violent, heurtant, qui peut être anxiogène, etc. Alors ça concerne plus du coup les personnes qui, comme moi, vont graviter dans des sphères qui vont parler notamment d'enjeux politiques, de lutte sociale, d'informations sur l'actualité, etc. Et donc c'est vrai qu'un des moments les plus durs de mon expérience sur Internet, ça peut être les moments où, voilà, je sais pas, je suis pas dans un bon mood, je suis un peu fragile psychiquement, et puis j'ouvre mon téléphone, mon application, et je vois qu'il y a un énième drame, un énième crime, un énième échec judiciaire, un énième cas d'un scandale par rapport à des agressions, par rapport à des viols ou je ne sais quoi. Et en fait, vraiment, j'ai eu à plusieurs reprises cette sensation que les réseaux sociaux, c'était genre un vortex de merde dans lequel je ne voulais pas tomber, et ça me fait sentir très mal dans ces moments-là parce que d'un autre côté les réseaux sociaux ça m'apporte aussi énormément beaucoup, mais on y vient, et du coup des fois je viens chercher des choses qui me nourrissent, et puis en fait en fonction d'un tas de circonstances je tombe sur du contenu qui va juste me plomber le moral, mais genre 10 000, tu vois. Et je pense que c'est pas tout à fait anodin. Je pense que ça peut vraiment t'atteindre psychiquement parlant, d'être très souvent confronté à des informations qui sont d'ordre qui sont graves en fait. C'est vrai que j'ai eu plusieurs passages comme ça où vraiment genre c'est ce trop plein d'informations négatives et violentes et difficiles. Des fois elles m'atteignaient vraiment moi dans mon quotidien, et même si j'éteignais mes réseaux sociaux et que j'étais plus dessus et tout, j'y pensais, je les ruminais et ouais, et ça te fait des questionnements existentiels à la con, tu vois, enfin en mode mais moi du coup qu'est-ce que je fais si je ne peux pas agir pour tel truc, à quoi bon continuer ici, enfin tu vois, je sais pas, tu commences à cogiter sur des trucs, bref. Mais là je pense qu'on en a assez dit pour les points négatifs, on va passer aux points positifs. Alors ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, mais un des trucs que je préfère sur ma chaîne YouTube, et je trouve que c'est super précieux, c'est le fait d'avoir documenté un processus d'évolution. Et ça pour moi c'est trop bien, parce que y a un truc qui me fait peur moi, c'est l'oubli. C'est le fait de pas me rappeler de choses que j'ai vécues, que j'ai eu envie de partager, que j'ai eu envie de transmettre, etc. Et je trouve que l'outil de faire des vidéos sur internet, ça a permis de faire une sorte d'archive de mon évolution personnelle, tu vois, et même si parfois c'est moins agréable que d'autres de revenir sur mes vidéos, disons que de manière générale, ça me fait quand même plaisir, tu vois, de me dire c'est cool parce que tu peux avoir des souvenirs et un regard sur toi que t'aurais probablement jamais eu si t'avais pas fait ce travail de documentation, tu vois. Et moi, ça me touche et ça m'émeut. Et ça me rend fière aussi de voir comment j'ai documenté cette évolution, comment je me suis remise en question à plein de reprises, comment j'ai trouvé des solutions à certains problèmes, etc. Et même si parfois c'est très anxiogène le fait de savoir que tout ça est documenté, d'un autre côté, moi ça me fait plaisir de me dire, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en fait c'est cool parce que là on est sur plusieurs années, donc ça veut dire que tu peux c'est un peu comme si tu pouvais faire un saut dans le temps, tu vois.
Genre un jour, j'espère, quand j'aurai un âge avancé, j'aimerais regarder les vidéos que je faisais quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, et de pouvoir revivre ces moments-là et de me dire ah putain, je vois trop ce que je pensais, je me souviens comment j'étais et comment elle était ma vie à ce moment-là, et je trouve ça trop cool en fait. Et j'ai un peu depuis toujours, j'ai un peu un problème avec la notion de souvenir. J'ai vraiment un fort attachement aux souvenirs. J'ai beaucoup de mal à laisser dans le passé ce qui appartient au passé. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Mais là, pour le coup, j'aimerais cultiver ce truc, tu vois, de garder aussi des moments de vie que je vais être contente de revoir dans le futur, tu vois. Donc ça, c'est pour le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est que grâce à ces 6 années de vidéos sur Internet, j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Là, j'ai une ribambelle de visages qui me viennent à l'esprit. Parmi ces personnes, il y a eu des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné des opportunités professionnelles et qui m'ont ouvert des portes que je n'aurais jamais pu ouvrir moi-même, ou que j'aurais pu ouvrir, mais bien après. J'ai en tête des personnes qui m'ont remis en question sur des choses fondamentales de ma vie, parce qu'ils regardaient mes vidéos, parce qu'ils voyaient certains aspects de moi et de mon intimité qui étaient importants et qui du coup m'ont fait réaliser des choses super importantes par rapport à ce partage-là, et qui du coup ont pris une place importante en tant qu'amie aussi dans mon existence. Je me suis fait des amis qui sont devenus ma famille en fait. Genre aujourd'hui, c'est juste incroyable comment des relations à distance peuvent se transformer en relations concrètes, dans le sens où la majorité des gens auxquels je pense là, j'ai fini tous par les rencontrer, enfin tous et toutes, par les rencontrer tôt ou tard, par passer du temps avec elles et eux, par passer même des vacances avec ces personnes. Et du coup, là je te parle de personnes un peu plus proches, mais juste de manière générale, les rencontres que je fais grâce à mes vidéos, elles sont magiques. La plupart du temps, quand les gens viennent me voir pour me dire qu'ils m'ont reconnue et qu'ils kiffent mon travail et qu'ils trouvent que ce que je fais c'est bien, etc., vous vous rendez vraiment pas compte de la dose de bonheur que ça me crée, à quel point ça me touche, à quel point ça me fait plaisir. Et genre, je le dis tout le temps, mais vraiment, venez me voir, ok? Genre, sauf si vous voyez que c'est pas le bon moment parce que j'ai l'air pas bien, ou parce que je suis au téléphone, ou je suis accompagnée, ok, là je comprends. Mais sinon, venez me voir si vous me croisez, parce que moi j'ai besoin de ce contact, en fait, j'ai besoin de cette interaction, j'ai besoin de voir qu'il y a des vraies personnes qui regardent mes vidéos et que c'est pas juste des pseudos et des chiffres et des likes, etc. Et rencontrer les gens du coup qui me reconnaissent de ma chaîne, même si c'est parfois plus succinct, ça dure moins longtemps et peut-être qu'on n'a pas pu vraiment discuter ou quoi, juste quand même le moment de la rencontre et l'enthousiasme qu'il y a et l'amour qu'il y a, il est tellement fort que genre moi je sais pas, ça me remplit trop. Donc vraiment merci quand vous faites ça, je repense à vous. Des fois il y en a que je recroise et je les reconnais pas et je suis désolée, c'est juste que du coup voilà, j'ai une capacité de mémoire limitée, mais vraiment tout ça pour dire que les rencontres que j'ai eues grâce à cette plateforme, elles sont juste géniales et c'est une des meilleures choses honnêtement qui m'a été apportée grâce à ça. Le troisième point que je voulais aborder dans le meilleur de YouTube, c'est que tout ce travail m'a permis d'entrer dans un processus de connaissance de ma personne qui est absolument merveilleux et génial en termes thérapeutiques même, je dirais. Dans le sens où faire mes vidéos et faire ce type de vidéos surtout, ça m'a permis vraiment de prendre un temps pour moi que je n'aurais peut-être pas pris si je faisais pas des vidéos. Et ce temps pour moi, je l'ai utilisé dans un but de découverte de soi, de compréhension de soi. Et il y a une dimension un peu thérapeutique là-dedans, dans la mesure où tout ce que je partage et tout le processus de pensée que je développe dans certaines de mes vidéos, surtout quand je parle de moi, de mes problèmes personnels, d'amour, de sexualité, de remise en question sur l'orientation sexuelle, ce genre de trucs. Tout ça, quand j'en parle, en fait,
je pourrais très bien le laisser entre les 4 murs de chez ma psy ou de la chambre d'un ami ou de ma maison, tu vois, tout simplement. Mais le fait que ça vienne sur YouTube, ça me donne comme une autre impulsion, j'ai l'impression que je le prends encore plus au sérieux, le fait de vraiment essayer de me connaître, essayer de savoir ce que j'aime, ce que je veux, etc. Et donc je parlais dans ma précédente vidéo du fait que j'avais regretté ma chaîne à un moment donné parce que par moment j'ai l'impression que ça fait le processus inverse. Mais c'est ça qui est super paradoxal, c'est que en fait ça dépend vraiment de mon état psychique du moment. Il y a des moments où je vais avoir l'impression que de parler de moi dans mes vidéos, ça va juste encore plus me perturber et ça va juste encore plus m'empêcher d'avancer parce que je vais avoir l'impression de ne pas être une personne à part entière, parce que je vais avoir l'impression que ce que je pense, c'est pas ce que je pense moi, mais c'est ce que vous pensez vous dans les commentaires ou ce que les gens disent de moi, etc. Mais quand ça va bien et quand je fais des vidéos et que je me sens stable et bien et forte et tout, bah c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que là, mes vidéos, je sais que vraiment, elles me permettent de poser des choses importantes pour moi, que je vais même peut-être personnellement revoir par la suite. Moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, quand ils me voyaient en période de crise, ils m'ont dit « Mais meuf, t'as fait une vidéo où tu parlais exactement de ça, tu sais quoi, regarde-la, tu vois. » Et je la re-regarde et je suis là « Ouais, c'est vrai et tout. » Donc c'est un peu comme un investissement de soi, tu vois, sur soi. Et du coup, je trouve que c'est super précieux parce que, tu vois, il y a des gens, ils prennent des notes dans des carnets, ils vont laisser des traces des choses qu'ils apprennent sur eux, etc. quelque part. Moi, j'écris pas, mais je parle. Et en fait, le fait de faire ça sous forme de vidéo, le fait d'en discuter, ça me donne vraiment l'impression de, voilà, d'emmagasiner des infos qui vont me servir, qui vont m'être utiles, de pouvoir me le rappeler si jamais il le faut, etc. Et donc, ça aussi, je trouve que c'est vraiment un impact positif qu'il y a dans ma vie grâce à YouTube. C'est que vraiment, ça me permet de revenir à des basiques par rapport à moi qui vont m'être très utiles et qui me font sentir bien. Un autre point que je voulais aborder, c'est le fait que j'ai pu participer à des projets dont je ne connaissais même pas l'existence. C'est-à-dire que j'ai découvert tout un monde, en fait, grâce à mes vidéos YouTube. Rappelons quand même qu'à la base, moi, je suis une meuf de cité, que j'ai compris ça super tard, d'ailleurs, genre l'année passée, super. Et que déjà, le fait d'être à l'université, ça m'avait déjà fait sentir qu'il y avait toute une part de la ville dans laquelle je vis que je ne connaissais pas, un tas de choses qui étaient des impensées pour moi, qui étaient des choses dont j'avais même pas idée, dont je m'étais même pas douté de l'existence. Mais le fait d'être sur YouTube, ça a comme amplifié ça, tu vois. Genre, déjà, là, il y a le processus du fait d'être transfuge de classe. Enfin, je le suis pas encore du coup parce que je suis étudiante, mais quand j'aurai fini mes études et que j'aurai mon futur taf, etc., je serai transfuge de classe. Déjà là, il se passe quelque chose en termes d'avoir accès à certaines ressources et à certains projets et à certains boulots que j'aurais jamais pensé pouvoir faire à un certain moment. Mais le fait d'être sur YouTube, ça a comme un effet amplifiant de cette sensation, puisque ça me permet déjà, alors que je n'ai pas encore de statut... Enfin, j'ai même pas mon diplôme de licence pour vous les Français, de bachelor pour nous en Suisse. J'ai pas encore de diplôme et j'ai pas fini mes études, je vais pas les finir avant longtemps. Donc en fait, a priori, il faudrait que j'attende encore un bon petit moment avant d'avoir accès à cet autre aspect de la vie que je ne connais pas. Sauf que mes vidéos me permettent, plus vite que prévu, de participer à des trucs qui n'auraient pas été possibles sans, tu vois. Sans cette caméra, probablement que on m'aurait pas spécialement cherché, tu vois, pour faire les projets dont je te parle, pour les opportunités professionnelles qui m'ont été présentées, etc. Et ça a pu être possible seulement grâce à YouTube, en fait. Et l'avantage, et ce que j'aime bien dans ça, c'est que du coup, grâce à ma chaîne, j'ai pu accéder à des sphères avec des gens qui vivent pas du tout dans la même classe que moi, en fait. Et j'ai pu accéder à ces personnes-là et quand même bosser avec eux et quand même pouvoir dire ce que j'avais à dire, avoir la crédibilité que j'ai, imposer mon point de vue, etc. Alors que
On n'est pas du même monde, on n'a pas du tout les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes diplômes, les mêmes papiers, etc. Mais grâce à ma caméra, j'ai quand même pu infiltrer ces mondes-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça, je trouve ça super positif en fait. Et quand je dis c'est positif, c'est pas dans le sens que trop cool, j'ai pu intégrer ces milieux-là, rencontrer ces gens-là, et ça tombe bien parce que je vais pouvoir commencer à m'intégrer à cette sphère-là, à cette classe-là, à ressembler à ces personnes et tout. C'est pas du tout mon intention, loin de là. Quand je dis que c'est positif, c'est plutôt que genre, ça m'a rendu fière de me dire, bah quand même, t'as été assise à la même table que X, t'as mangé avec des gens importants, entre guillemets, des gens qui ont de l'argent, des gens en fait qui ont du pouvoir et tout machin. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas d'autre choix que de te prendre au sérieux, que de t'écouter, que de reconnaître la qualité de ton travail, tu vois. Et bon, je vais pas dire qu'à chaque fois ça s'est genre passé merveilleusement bien, parce que je sais qu'à plusieurs reprises, dans certaines situations, on me voyait vraiment comme genre la cassos du coin qui débarque et qui fait son buzz avec nous, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je me suis sentie, ben ouais, fière en fait, de juste me dire, tiens, ces gens-là, ils n'ont pas le choix en fait que de reconnaître que nous n'avons absolument pas les mêmes réalités, on n'a absolument pas les mêmes problématiques, on n'a absolument pas la même manière de se comporter, de vivre, de rien en fait. Et pourtant, moi, là, je leur apprends des trucs. Et ça, franchement, c'est assez gratifiant. Un autre point que je voulais aborder, c'est le fait que... ça m'étonnera toujours, mais visiblement, c'est la vérité. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience à la Pride là qu'il y a eu récemment à Genève. Lors de cette Pride, j'ai rencontré, honnêtement, genre, je pense une trentaine de personnes. Évidemment, pas tout en même temps, mais en fait, au fur et à mesure de la journée, de la soirée, etc., il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Caro, ça m'a fait trop plaisir de te croiser à la Pride, tu te rends pas compte à quel point tu m'as aidé à faire mon coming out, tu m'as aidé à me questionner, tu m'as donné envie de m'investir, grâce à tes vidéos, j'ai commencé à faire un groupe de parole sur telle thématique, j'ai créé un collectif avec telle initiative, etc. et tout. Et moi, ça me choque à la mort parce que je me dis, mais quoi? Enfin, genre, arrêtez de dire que je suis à l'origine de trucs aussi stylés. Enfin, genre, c'est vous qui avez créé ces trucs stylés, tu vois. Et le fait qu'on essaye de me dire que, genre, c'est un peu grâce à moi que ces gens-là ont eu l'impulsion d'agir concrètement par différents biais, en fait, ça me fait vraiment très chaud au cœur, mais ça me fait flipper aussi parce que je me dis, mais tu te rends pas compte, en fait, à quel point tu peux influencer les gens et tout, machin. Et en même temps, c'est logique parce que je pense que tous et toutes, on a été... Et on est toujours inspiré par d'autres personnes, c'est normal, tu vois, genre moi là, pourquoi je m'engage, pourquoi des fois je suis à tel endroit, pourquoi je fais des fois tel truc, pourquoi des fois je me donne de l'énergie pour telle cause, etc. Bah, c'est souvent parce que quelqu'un d'autre m'a transmis sa flamme, entre guillemets, enfin tu vois, on n'est pas né comme ça sur la terre en mode je sais déjà ce que je vais y foutre et je sais déjà pourquoi je vais me battre. Et du coup, je sais que c'est normal qu'on ait tous la personne qui, hein, tu vois, celle qui a commencé un peu à t'ouvrir les yeux, à te donner envie de te battre, celle qui t'a un peu, donné, tu vois, cette niaque, cette énergie, cette rage de faire quelque chose. Et du coup, le fait de savoir que moi, je suis cette personne-là pour d'autres, et ben à chaque fois, ça me fait vraiment bizarre, ça me fout la pression aussi, parce que je me dis, oh là là, faut pas que tu fasses des conneries, faut pas que tu te trompes et tout, machin. Donc on revient au point négatif sur la pression et tout. Mais là, pour le coup, c'est pas que ça me met la pression d'un point de vue négatif, c'est juste que je me dis, waouh, mais c'est génial, en fait, j'aurais pas cru que juste une vidéo de 15 minutes sur ce sujet aurait pu autant t'impacter et aurait pu derrière avoir un tel effet boule de neige dans le concret, tu vois. Bref, tout ça pour dire que je trouve ça vraiment trop beau et c'est vraiment, vraiment gratifiant et ça fait tellement plaisir de se dire bon d'accord, du coup mes vidéos c'est pas juste des pixels et des sons qui vont rester enfermés dans un ordinateur, mais visiblement ça va au-delà de ça et je le sais parce qu'en fait c'est moi aussi qui en fais l'expérience quand je consomme du contenu, quand je suis des personnes qui m'inspirent, qui me donnent de la force tous les jours.
et qui me donne des idées pour ensuite appliquer des trucs dans le quotidien, dans le réel. Donc en fait, c'est normal, tu vois, je sais que c'est juste logique, et puis on s'influence tous les uns les autres, hein. Genre je veux dire, t'as pas besoin d'être sur les réseaux forcément, tu peux être cette personne alors que juste t'es la boulangère du quartier, et puis que ton client régulier, tout d'un coup, avec une conversation, il s'est dit « Eh, madame la boulangère, grâce à vous, vous savez, j'ai pris telle décision, je vais créer ça, ou je vais faire ça. » Enfin, ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus diffus et qui s'exprime à plusieurs échelles, mais du coup, voilà, ça fait quand même plaisir de se rendre compte de ça, tu vois, et je trouve que c'est vraiment très, très, très positif. Le dernier point que je voudrais aborder, et pas des moindres, d'ailleurs, je pense qu'il aurait dû être en numéro 1 sur la liste, mais vu que je suis une niaise éternelle, un bisounours, toi-même tu sais, etc., je voulais quand même laisser ça pour la fin parce que je voulais qu'on reparte de cette vidéo avec cette vibe-là. C'est le fait que grâce à YouTube, j'ai su et j'ai pu trouver du soutien et de l'amour dans les moments où j'en avais le plus besoin. Et Dieu sait que j'en ai eu besoin plus d'une fois. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup de reconnaissance envers les personnes qui ont su reconnaître des appels à l'aide, qui ont su trouver les mots suite à certaines vidéos que j'ai pu poster dans lesquelles je manifestais clairement que voilà, j'étais au bout du rouleau, au bout de ma vie. Je pense notamment l'année passée quand j'étais en dépression, etc. Mais pas que dans ces moments-là. Et je trouve ça tellement précieux parce que pour le coup, je me demande des fois, mais mon Dieu, mais t'as rien fait pour mériter que autant de gens comme ça se rendent disponibles émotionnellement pour toi, tu vois. Mais d'un autre côté, je le comprends parce que moi aussi, en fait, j'ai cette démarche envers certaines personnes dont je suis le travail et qui du coup sont importantes pour moi, tu vois. Et je te parle même pas de mes potes ou des gens que j'ai rencontrés sur YouTube. Je peux te parler de gens qui connaissent pas du tout mon existence, mais juste leur taf m'apporte tellement que j'ai envie d'être dans cette disponibilité-là aussi, tu vois, et dans ce soutien et dans cet amour. Et donc je le comprends. Mais le fait que du coup là ce soit moi, qu'on décentre le regard là et que du coup je passe de abonnée entre guillemets à créatrice de contenu, le fait de voir qu'il y a ça, tu vois, et que concrètement, là, sur toutes ces années, ça a été systématique, hein. À chaque fois que j'étais au fond du trou, que j'en pouvais plus, que je le manifestais, machin truc, j'ai vraiment vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment là pour m'aider, pour me soutenir, et qui parfois, juste avec un mail, ou avec un message, ou avec un audio, ils arrivaient vraiment à faire la différence et à m'aider à m'accrocher, quoi. Et du coup, ça, je trouve ça, mais... c'est juste magnifique. Enfin, je veux dire, souvent quand on parle des réseaux sociaux, on parle de tout ce qui va pas, de toutes les dérives, etc. Mais il y a aussi des trucs incroyables qui se passent aux réseaux sociaux. Et là, du coup, je pense qu'avec la petite liste que j'ai dit, tu vois un peu plus clair. Mais au-delà du rapport youtubeur, youtubeuse, abonné, disons que les réseaux sociaux de manière générale, même juste entre utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux, ça peut être vraiment salvateur, hein. Genre, il peut se passer des trucs absolument géniaux grâce aux réseaux sociaux. Et ça dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. Mais voilà, je m'éparpille. Dans tous les cas, c'était sur ça que je voulais terminer. Ça m'a mis grave de bonne humeur là, de faire cette vidéo comme ça. Et je pense que c'était une très bonne idée, grâce aux Instagrammeurs et Instagrammeuses d'ailleurs, d'avoir commencé du coup avec le négatif et finir avec le positif. C'était une très bonne idée. Si de manière générale mon travail te plaît et que tu veux m'aider à faire en sorte que cette chaîne reste autonome financièrement et que je puisse continuer à faire mes vidéos sans trop galérer à côté, puisque je le rappelle, je ne vis pas de mes vidéos, c'est trop galère, j'ai essayé mais je ne peux pas. J'ai du coup une plateforme Utip sur laquelle tu peux me faire un petit don si tu le veux, et si tu le peux, il n'y a évidemment aucune obligation. Sache que juste même 1 € pour moi ça fait la différence, du coup voilà. Je pose ça là. J'ai aussi une chaîne secondaire où je parle sociologie qui est dans ma description. Qui du coup n'a rien à voir en termes de contenu, de ton, etc. Mais bon, qui sait, peut-être que ça peut t'intéresser. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.